Eh bien, bienvenue à tous sur ce live Classroom. Je suis Florian, je suis accompagné de François-Yves et nous allons être ensemble pour à peu près une petite heure. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de l'impression 3D à travers une approche des acteurs essentiels qui vous permettront d'intégrer la technologie. Donc, on a demandé à François-Yves, ingénieur en fabrication additive, de nous transmettre sa vision globale de la chaîne numérique et des acteurs qui la composent. Donc, fort d'une expérience dans la fabrication additive métal, dans un des secteurs les plus exigeants, qui est le secteur médical, François nous livrera une carte, une vision claire des acteurs de la fabrication additive. Ce live sera également proposé en replay dès la semaine prochaine sur YouTube et vous pourrez bien entendu poser des questions en direct. Le temps va être réparti comme pour certains, vous en avez l'habitude, d'une vingtaine de minutes pour exposer et vous présenter donc les acteurs d'impression 3D et on gardera un temps important d'échange et de questions de manière à ce que vous puissiez interagir et nous faire aussi vos retours. François, je te laisse la parole et je reprendrai le micro pour modérer vos questions et répondre à vos interrogations. Eh bien, écoute, merci Florian. Bonjour à tous, en espérant que vous captiez bien là où vous êtes et que vous arriverez à suivre complètement et pleinement cette formation. Alors, du coup, enchanté. Donc là, aujourd'hui, c'était un thème que j'ai proposé à Florian et un thème que je développe en ce moment dans mes formations. En fait, j'ai eu des questions de stagiaires en fait qui m'ont dit on arrive dans le monde de l'impression 3D. En fait, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas quoi faire, on voit plein d'infos qui circulent de ci, de là, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. On nous parle de technologie, on nous parle de matériaux, on nous parle de logiciels, on nous parle de liberté créatrice. Enfin bref, on nous parle de plein de choses, mais on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas à qui s'adresser. Donc là, l'idée, c'est qu'on va essayer de se placer ensemble comme si vous étiez néophyte du monde de l'impression 3D. Il y en a certains que j'ai eu en formation, donc ils me connaissent un petit peu, et puis j'aurais déjà un petit peu introduit ce sujet-là. Mais pour d'autres complètement néophytes, en fait, ils sont un petit peu perdus quand ils arrivent là-dedans. Donc l'idée, c'est d'essayer de répondre un petit peu quels sont les acteurs, d'accord? Comment moi me positionner par rapport à ces acteurs? Imaginons que vous êtes l'utilisateur final, c'est peut-être bien, mais peut-être que vous, quand vous entrez dans le monde de l'impression 3D, vous aurez peut-être un rôle, je sais pas, il y en a qui veulent monter leur activité, par exemple de fabrication de pièces. À ce moment-là, c'est une place dans le monde de l'impression 3D très particulière. D'accord? Être sous-traitant, concevoir une technologie, proposer une solution de recyclage. Voilà, donc tous ces éléments-là ont une position par rapport à ce monde de l'impression 3D. Et je vous propose de faire ensemble, de passer un panel un petit peu de tous ces acteurs. Et vous verrez que mardi prochain, donc, je referai une intervention qui se basera sur, du coup, le thème, ce sera les étapes d'intégration d'une technologie ou des technologies d'impression 3D dans une entreprise. Et en fait, je vais rebondir un petit peu sur ce que je vais vous dire là. D'accord? Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment la cartographie du monde de l'impression 3D. Alors, on va déjà commencer par l'utilisateur. L'utilisateur, vous avez plusieurs types en fait d'utilisateurs d'impression 3D. Vous pouvez utiliser l'impression 3D donc pour du prototypage, pour de la production. C'est évidemment pas les mêmes besoins en termes potentiellement de suivi, de technologie, de matériaux, de qualité derrière. On peut être aussi simplement rentre en recherche d'informations tout court, néophyte, hein, encore une fois. Ou alors on peut se dire, bah, moi, j'aimerais concevoir, j'ai pas de technologie, mais j'aimerais concevoir pour après potentiellement envoyer en sous-traitance. Donc, qu'est-ce qui existe quoi, comme solution et puis comment est-ce que je peux me former éventuellement, euh, dans quelle direction est-ce que je vais. Donc voilà, en fait, l'utilisateur, pour moi, il englobe un petit peu ces 4 points. Encore une fois, on va partir de ce point-là. Si jamais vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Soit j'y répondrai tout de suite, soit j'y répondrai à la fin. Ça dépend un petit peu du timing de la présentation. Donc, utilisateur 1.
D'accord? Là, maintenant, on va remonter en amont de la chaîne. L'idée, c'est qu'on va partir des fournisseurs de composants. C'est vraiment l'amont de la chaîne. Avant les technologies, d'accord, on a bien les éléments de technologie qui viennent de quelque part, tout ce qui est l'électronique, les profilés éventuels de la machine, éventuellement la matière première de la machine. Tous ces éléments-là sont fournis par des industries dans ce milieu-là. Et, euh, du coup, il faut évidemment prendre en compte, là on pense par exemple au coronavirus avec la Chine qui a ralenti ses productions, on avait du coup des problèmes d'approvisionnement en termes de composants pour certaines machines. Donc c'est là où c'est un élément à prendre en compte dans ces acteurs. Certains fabricants ou certaines technologies d'impression 3D vous permettent de produire des éléments pour d'autres technologies d'impression 3D. Je m'explique. Dans les technologies d'impression 3D, on a évidemment tout ce qui est moteur, tout ce qui est fil électrique, tout ce qui est connectivité, qui est commandé toujours, d'accord, fourni par des spécialistes. Mais parfois, là on voit sur la machine volumique par exemple, toutes les pièces vertes de la machine sont imprimées 3D. Donc en fait, tous les éléments de jonction, c'est un petit peu les technologies RepRap qu'on a eu à un moment. C'est vraiment cette solution de se dire, une machine imprime des pièces pour une autre machine. Et donc là, c'est les éléments de jonction, c'est les supports de roulement, sont les outils pour positionner des capteurs, pour positionner un écran, pour positionner le carénage de la machine. Tous ces éléments qui permettent des jonctions, en gros, peuvent être imprimés 3D, évidemment, suivant le matériau à choisir. D'accord? Mais c'est intéressant de se dire qu'on n'est pas forcément seulement dépendant d'un prestataire éventuel qui nous fournira finalement le plastique ou les aimants de jonction qu'on doit attendre, du coup potentiellement des jours ou des semaines si cela vient de loin, notamment quand c'est de l'injection plastique à bas prix, ça vient souvent des pays asiatiques. Là, on peut se dire, non, là j'ai une machine chez moi, je vais déjà commencer à produire des pièces pour la machine suivante. C'est ce qu'a décidé de faire Volumic pour cette machine. Et ça n'enlève en rien la précision et la rapidité de la production. Et c'est ça qui est intéressant. On fait quand même des très bonnes pièces imprimées 3D, encore une fois. Une fois qu'on a le fournisseur, maintenant on va un petit peu avancer dans la chaîne, on va aller vers les fabricants des technologies d'impression 3D. Les fabricants conçoivent l'ensemble des technologies, d'accord? Donc, évidemment, ils vont choisir si c'est des axes cartésiens, donc X, Y, Z, ou si c'est finalement une machine delta, donc avec un espèce de triangle et une tête. Ils vont concevoir les éléments de capteur. C'est eux qui vont décider si cette machine va être plutôt une machine d'entrée de gamme ou une machine pour favoriser la vitesse d'impression, pour favoriser des matériaux de haute technicité, d'accord? En général, les fabricants aussi, évidemment, testent leurs machines avec des matériaux. Donc, ils ont souvent des partenariats avec des laboratoires ou parfois ils ont même internalisé des laboratoires. C'est plus rare, mais ils ont internalisé des laboratoires. Et donc là, ils vont proposer du coup, très souvent, voire systématiquement, des recettes d'impression. D'accord? Ces recettes d'impression vont être du coup partagées pour que les utilisateurs utilisent au mieux ces technologies et que finalement les fabricants aient le moins de SAV possible aussi. Évidemment, quand on achète une machine, on aimerait que ça marche. Le fabricant va tout faire pour que ça marche au mieux. Sinon, s'il est appelé tout le temps, c'est pas très rentable pour lui. D'accord? Donc, dans les technologies fournies par les fabricants, là, si par exemple on se focalise sur les technologies FDM, donc encore une fois, les technologies filaires, on a plusieurs catégories, évidemment, suivant le domaine d'application du fabricant. En entrée de gamme, j'ai pris l'exemple de la Prusa, qui a énormément de succès dans les technologies d'entrée de gamme. Alors, il y a moins cher que cette Prusa, hein. Celle-là, elle doit être autour des 750 euros quand on doit la monter. On a des technologies à 200 euros, bien sûr, mais ça, Justin vous l'a bien expliqué au début de semaine. Vous avez la technologie volumique un peu plus chère, d'accord, mais évidemment, encore une fois, des pièces imprimées, mais par contre, c'est là optimisé pour l'impression de pièces rapides avec potentiellement aussi un grand panel de matériaux. En soin Intam 6, donc encore une fois, une gamme au-dessus. Là, c'est vraiment des technologies pour faire des matériaux de haute résistance avec un environnement très contrôlé. On est autour des 7, 8, 10 000 euros. Et enfin, la plus chère, Stratasys, là, on est vraiment sur quelque chose de haut de gamme, on est quelque chose sur industriel avec des matériaux de très haute technicité, avec du coup un matériau fabricant. Donc là, ça veut dire qu'on peut acheter qu'un seul type de matériau qui est recommandé pour cette machine. On peut utiliser qu'un seul type de logiciel sur cette machine aussi qui est dédié aussi. C'est pas forcément un mal, hein, c'est ce qu'on appelle des technologies fermées.
Et c'est des technologies qui, du coup, entre guillemets, sont tournées pour la production. Les gens veulent pas se poser de questions, ils veulent juste appliquer ce qu'on leur dit sur les machines et comme ça, tout se passe bien. Donc, c'est vraiment une mise en place. Voilà. Donc, vous avez, là, c'est l'exemple de FDM, donc chez les constructeurs. Donc, c'est vraiment suivant l'objectif. Je vous ai mis aussi d'autres exemples de technologies, résine, par exemple, chez Formlabs. Donc là, eux aussi, ils se tournent vers le petit industriel pour des technologies autour de 3 à 5 000 euros. On a EOS, alors là, lui, c'est le mastodon des technologies de poudre, que ce soit plastique ou métallique. Il est allemand. Lui, c'est vraiment une référence dans tout ce qui est frittage laser, d'accord? Donc plastique ou métallique. J'ai pas mal bossé dessus sur les technologies métal. Ah oui, petite question là pour le volumique. La volumique, celle-là, elle est autour des 4 000 euros, 4 500. C'est marqué sur leur site. Il faut aller voir. Ensuite, la Dynamic Maki, donc là, c'est une technologie projection de gouttelettes de résine polymérisée instantanément avec technologie couleur, multimatériaux, très intéressant aussi. Donc là, on est aussi sur des technologies vraiment industrielles. Et enfin, une dernière technologie pour vraiment et là, il y en a encore peu sur le marché, mais vraiment, on a un virage en ce moment des fabricants, c'est sur les technologies de production, vraiment. Donc là, c'est Desktop Metal qui propose, donc c'est américain, lui propose des technologies métal tournées vers la production, donc de frittage de poudre métallique, d'accord. Et donc là, tout l'ensemble que l'on voit là, c'est toute la machine avec tous ses composants, d'accord. Donc c'est vraiment une très grosse machine amenée dans un atelier pour produire des pièces en masse, en métallique, imprimées 3D. Donc voilà pour les fabricants. Voilà le petit panel, encore une fois, hein. On a aussi au même niveau que les fabricants, juste après les fournisseurs de composants, bah, c'est donc les matériaux, d'accord? Matériaux, c'est vraiment des chimistes qui sont dessus. Ça peut être des gens qui sont du coup créés pour l'impression 3D directement, ou en général, ils se, ce sont déjà des gros groupes de chimistes qui se sont adaptés en voyant que le marché de l'impression 3D est en train d'exploser. Encore une fois, on est autour des 20% d'évolution par an, hein, 20-25, enfin, c'est énorme. On est vraiment sur un marché qui explose. Donc là, les gens se rendent compte qu'il y a un marché, donc de plus en plus de chimistes vont dessus et proposent de nouveaux matériaux. C'est pour ça qu'on a aussi en ce moment une explosion des matériaux qui sont proposés pour tous les types de technologies, que ce soit filament, résine ou poudre. Dans les grands acteurs, en France, on a Armor qui a sa marque Kimia en dessous. Cette marque Kimia, du coup, est basée à Nantes et propose des filaments 3D. On a Polomix aussi, français, qui propose des filaments. Lubrizol, lui, c'est américain. Lui, c'est intéressant, il propose des poudres et des filaments en TPU. Donc, notamment les poudres, je pense à la HP, donc c'est la technologie de HP, du coup, c'est du frittage de poudre. Du coup, on peut mettre de la poudre et faire à la fin une pièce qui est complètement flexible, donc avec des solutions très intéressantes. Donc le Brésil est spécialiste là-dessus et d'ailleurs a un partenariat avec HP et puis d'autres fabricants de technologies de poudre polymère. On a aussi Albert et Duval. Donc là, lui, c'est un très gros fournisseur, un très gros acteur de, la, de tout ce qui est poudre métallique, français aussi. Donc voilà, on a pas mal d'acteurs dans ce milieu-là. Il ne faut pas hésiter à les voir. Souvent, ils sont un peu transparents parce que l'utilisateur ne les voit pas. En fait, ils passent souvent par le vendeur des technologies, soit directement, soit éventuellement un revendeur, qui lui fournit potentiellement aussi les matériaux. Et donc, en fait, tous ces fabricants sont assez transparents souvent pour l'utilisateur. Moi, je me souviens, j'ai passé chez EOS, par exemple, pour les poudres métalliques. C'est EOS qui fournissait ces poudres. Donc, on a commencé que très tardivement à regarder directement chez le producteur pour avoir des prix potentiellement plus avantageux. Donc, faut pas hésiter à aller voir justement ces fabricants si jamais on veut potentiellement couper un peu la chaîne et proposer d'autres choses. Il faut évidemment, encore une fois, que les machines que nous possédons, les imprimantes 3D, soient ouvertes pour pouvoir utiliser d'autres matériaux que celles préconisées par le fabricant. Je vois une petite question de Christophe. On parlera de solutions écologiques et éco-responsables justement à la fin, sur l'aspect recyclabilité. Alors, maintenant, hop, donc on a fait matériaux. Donc maintenant, je vous propose aussi au même niveau, hein, vraiment c'est l'apport. On a la technologie, on va faire venir le matériau. Ben, il faut faire venir aussi l'élément qui permet de contrôler tout ça. C'est tout ce qui est les éditeurs de logiciels.
Et ça, acteur incontournable de l'impression 3D. Nous, quand on forme sur les technologies. Mais finalement, je dirais presque que on a, je dirais un bon tiers de la formation, si ce n'est la moitié, c'est vraiment sur les logiciels. Parce que il y a beaucoup de logiciels. Donc là, on va faire un petit tour là-dessus. Donc, le logiciel, on a d'aide à la conception, d'accord, d'aide à la préparation d'impression, conception, on édite notre pièce, préparation, on travaille le fichier, on l'oriente, on met des supports pour l'impression 3D. Ensuite, pendant que ça imprime, on a les informations d'impression, donc c'est tout ce qui est capteur, retour de capteur, notamment pour les technologies métalliques, l'étude de la répartition de la température en cours de l'impression pour optimiser les futures impressions et ainsi avoir moins de rebuts. Et enfin, alors là, c'est vraiment des nouveaux logiciels qui débarquent depuis très peu de temps, c'est l'aide à la gestion de production tournée pour l'impression 3D. On se rend bien compte que maintenant, on a une machine qui peut produire, qui est un peu une machine, j'aime bien dire une boîte à outils, c'est-à-dire qu'elle peut produire une infinité de pièces avec un même environnement. Ça veut dire que on a tout type de commandes qui vont arriver sur cette machine. Donc, il faut bien gérer ces types de commandes-là. Et donc, on a maintenant des logiciels qui apportent des solutions pour les commandes. Hop. Donc, dans l'aspect conception, comme grand acteur, on a Autodesk, américain. Lui, c'est vraiment un mastodon des logiciels. Il nous propose notamment pour l'aspect conception Fusion 360 qui, euh, qui a comme intérêt qu'il est déjà très peu cher. Ensuite, très complet et qui propose aussi l'aspect simulation. Donc, on a la conception, c'est créer la pièce sur un logiciel. Simulation, c'est simuler cette pièce en termes de température, potentiellement de vibration, de déformation, d'accord? Pour permettre de prévoir, avant de l'imprimer, avant de la créer, sa réaction quand on la posera dans un environnement réel. Et on a aussi ce qu'on appelle l'optimisation topologique, qui est finalement une autre simulation, mais c'est plus, je dirais même, vraiment l'aide à la conception, l'optimisation topologique, c'est-à-dire qu'on donne un effort en entrée, un effort en sortie, et le logiciel va automatiquement créer la forme de la pièce le plus adaptée pour répondre à cet effort. Donc très intéressant. D'accord. Dassault Systèmes, donc lui c'est Dassault Systèmes, c'est SolidWorks et CATIA, deux logiciels de conception très intéressants sur lesquels j'ai pu travailler aussi, qui ressemblent beaucoup à Fusion 360. Gros mastodon aussi, avec des propositions de simulation très complètes. Dassault Systèmes du coup français, et Creo aussi, un gros logiciel de conception très utilisé aussi. Quand on avance un petit peu, maintenant on va dans la préparation d'impression dans les logiciels, on a toujours Autodesk, Autodesk avec sa solution NetFab notamment, NetFab, Core Technologies avec 4D additive, Materialize avec Magix, 3D System avec, que je me rappelle du nom, 3D Print. Tous ces éléments-là, en fait, on se rappelle la chaîne numérique, on a conçu notre pièce, on transfère notre pièce pour que ce soit, pour qu'elle soit donc c'est un fichier STL, et après il faut gérer ce fichier STL, le positionner par rapport au plateau d'impression, mettre les supports, et donc en fait ces logiciels permettent de créer ça, de retravailler ce fichier STL, de les vider si besoin, de l'agrandir, de le réduire, et puis surtout de travailler son orientation, la mise en place. Et ça, c'est vraiment une question primordiale dans l'impression 3D hein, qui impacte directement la réussite de l'imprimation. Et alors là, dans le métal, c'est encore plus important parce que chaque petite erreur amène de grosses conséquences dans le métal dues aux déformations thermiques. Donc notamment Materialize, qui est un des mastodons des logiciels comme Magix, qui propose un logiciel Magix. C'est un des mastodons dans le monde de l'impression 3D métallique, et très 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 reconnu, et c'est l'un des premiers qui s'est mis dessus d'ailleurs. 3D Systems le suit. 4D Additive de Core Technologies est une proposition plus récente qui a beaucoup d'avenir, qui propose, comme d'ailleurs Materialize, des solutions de texturing en 3 dimensions, c'est-à-dire, on se rappelle, on se souvient, si je veux imprimer par exemple un crayon, j'en sais rien, je veux lui mettre des formes d'écailles dessus, il faut que ces formes d'écailles soient conçues sur le logiciel, d'accord? À la main, c'est très compliqué, donc on a des logiciels qui nous proposent de créer ces formes un petit peu complexes pour que l'impression 3D les reproduise. Alors, j'ai une question de Christophe. Peut-on utiliser n'importe quel soft capable de générer un OBJ pour faire un print 3D en FDM ou SLA? Non. Alors,
je change ma réponse. C'est-à-dire que n'importe quel soft, dans l'aspect conception, tant qu'on a un logiciel qui peut nous éditer un fichier dit STL, donc c'est un fichier de transfert, STL ou 3MF, il y a plusieurs types de fichiers, ça peut être OBJ aussi. Ces logiciels nous permettent, à ce moment-là, oui, c'est bon. C'est-à-dire que à partir du moment où ils éditent ce genre de fichier, de terminaison de fichier STL ou OBJ, on peut l'utiliser. Par contre, si jamais on vient après, c'est-à-dire les logiciels de préparation dits de slicing, quand on vient découper la pièce, la positionner, là, par contre, il faut parfois des logiciels très spécifiques, que ce soit pour du SLA, du DLP, donc c'est tout ce qui est résine, ou du FDM, ou du métal. Donc là, ça dépend vraiment, et souvent, ça dépend du constructeur. Ensuite, éditeur de logiciels, préparation d'impression. Je vous ai mis quelques exemples, par exemple, bah voilà, justement, de fabricants de technologies qui éditent leur propre logiciel. Donc, par exemple, Cura, qui est un logiciel de slicing, de préparation, orientation des pièces, mise en place des supports, mise en place de la recette d'impression aussi. Cura est proposé par Ultimaker et ce logiciel est utilisable sur toutes les technologies FDM ouvertes. D'accord. On a aussi Prusa Slicer, qui était proposé par Prusa, qui est aussi un slicer. Donc, on a aussi Preform pour Formlabs, le papillon. Preform, c'est le logiciel de Formlabs qui est pour du coup les technologies résine en SLA. Donc, polymérisation de résine avec un laser. On a par exemple Desktop Metal, eux, ils ont aussi une technologie fermée, ils ont leur propre logiciel. Très important parce qu'eux impriment en FDM des pièces métalliques. Donc là, il faut vraiment optimiser les supports par rapport à la pièce. Donc eux, ils ont dû éditer leur propre logiciel pour répondre aux besoins de leur technologie qui est très spécifique. Voilà. Donc on a aussi évidemment voilà, donc des acteurs, des fabricants qui éditent leur propre logiciel. C'est pour ça qu'il y en a qui ont plusieurs casquettes. Moi, je vous présente les grands thèmes. Après, voilà, ben, il y a parfois des solutions qui comptent plusieurs thèmes, comme par exemple Cura, qui est à la fois un logiciel et à la fois aussi Ultimaker, qui est un fabricant de technologie. Organisation de la production. Alors là, maintenant, c'est vraiment, voilà, donc ce que je vous disais, c'est quelque chose d'assez nouveau. On a par exemple Préform qui propose de mettre plusieurs imprimantes en ligne, en réseau, de gérer les impressions, de gérer les acteurs ainsi que les commandes, de gérer le nombre de données, du coup, des bilans sur le nombre de fabrications, sur la quantité de matière dépensée, sur le coût éventuel, sur le nombre de clients, tout ce qui va derrière. Siemens, lui qui propose une solution AM Network, là pareil, c'est même chose, mais pour toutes les technologies possibles et dans le monde entier, alors que Preform, c'est vraiment orienté pour les machines de la marque Formlabs. Et aussi une solution intéressante de BLS qui eux proposent ce qu'on appelle un petit peu le cloud manufacturing. Donc, tous ces logiciels rentrent un petit peu dans ce système-là, c'est-à-dire la mise en ligne de fichiers pour que ceux-ci soient imprimables un peu aux quatre coins du monde suivant le désir et suivant le besoin exactement du moment. Ce qu'on appelle le cloud manufacturing, c'est vraiment produire sur demande et là où on en a besoin. Comme finalement une technologie, on n'a pas besoin d'avoir une technologie très particulière. Si une imprimante 3D, encore une fois, on peut faire tout type de pièces. Donc il suffit de se dire, bah, j'en implémente une, je sais pas, au nord de la France, une au sud, et puis j'ai mes fichiers en ligne. Quand j'ai besoin, par exemple, d'une pièce de maintenance, une pièce de changement, j'imprime ma pièce. Et BIES propose des solutions logicielles autour de ça. On a évidemment, encore une fois, ce sont des exemples, il y a évidemment d'autres acteurs. Voilà. Donc on a vu donc logiciel, fabricant de matériaux, technologie, on est au même niveau. Maintenant on va passer à la strate en dessous, notamment bah, du coup les revendeurs de solutions. Donc quand on a revendeur, on parle revendeur de technologie, de matériaux, de logiciels aussi, donc des licences, mais aussi d'outillage qui vont avec les technologies. Je pense par exemple à MakerShop qui propose ou fil imprimante, MakerShop, enfin, qui propose du coup dans ses solutions, on a par exemple l'onglet les technologies, donc on choisit la technologie, on peut choisir les matériaux aussi, les filaments qui vont avec, ou les résines, et puis on a un onglet, bah, tout ce qui est accessoires, donc tout ce qui est pince, tout ce qui est brosse, tout ce qui est éléments de nettoyage, éléments d'entretien. Donc là, chez Airvendeur, on a un petit peu un panel complet de ce qu'on a dans l'impression 3D. On a différents types de revendeurs, hein, fil imprimante, maker shop. On a des filaments, c'est plutôt orienté soit personnel, soit petite entreprise. Pour solutions industrielles, par exemple, on a l'acteur qui est Creos qui propose la vente de desktop metal, donc solutions industrielles, de la technologie HP, de la technologie Asiga, c'est une technologie résine à 15 000 euros, donc évidemment, monsieur tout le monde ne se l'achète pas. D'accord.
Je vous ai mis aussi Amazon pour vous titiller un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, on peut trouver des technologies en ligne, hein. Donc Amazon propose quelques technologies. N'hésitez pas à aller voir le Bon Coin, hein. Il y a bien des technologies d'occasion qui peuvent être très intéressantes pour regarder. Alors encore une fois, il faut qu'elles soient en état. Il y a le risque évidemment qu'elles soient abîmées. On n'a pas de garantie non plus. Mais voilà, on peut trouver ce genre d'éléments un peu partout. Donc il ne faut pas hésiter. Beaucoup de gens s'y mettent, d'autant plus que comme il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis, il y a beaucoup de solutions en ligne pour pour pouvoir commander des éléments, pour pouvoir commander des accessoires surtout, des solutions de carénage de machines, des choses comme ça. Hop. Donc là, pour les revendeurs, d'accord? Les revendeurs, petit complément, souvent donc, proposent des technologies et souvent quand les au téléphone forcément orientent autour de leur technologie. Ils proposent parfois des formations, mais très peu. Et souvent, ils vendent une machine et puis après, ils se reposent sur les organismes de formation pour former les gens. Où on a souvent ce qui est proposé, notamment chez Créos, c'est l'installation de la machine sur 2 jours puis avec 2 jours de formation sur cette technologie-là. Et puis après, ben, il y a toujours une ligne à appeler au cas où, mais c'est tout, quoi. Donc c'est pour ça que souvent les organismes de formation viennent en complément aussi. Alors un autre élément c'est que j'ai rajouté depuis peu, c'est qui débarque tout doucement, mais qui a, je pense, de l'avenir, c'est ce qu'on appelle les intégrateurs. Les intégrateurs, eux, vont te proposer un aménagement de l'espace de travail, vont te proposer des solutions concrètes autour de la sécurité, de la manutention, de la gestion de production. On a par exemple Handle, donc une petite start-up française là, qui est en train de se lancer tout doucement. On a Volumic qui propose un caisson sur lequel poser la machine. Et dans ce caisson, automatiquement, on a l'espace de travail pour jeter les pièces, pour stocker les filaments. Handle, ce qu'il propose, et d'ailleurs ce que proposent d'autres entreprises, j'ai pas retrouvé leur nom, mais c'est par exemple, on commande une machine qu'on veut mettre dans notre espace de travail. Sauf que, ben, je sais pas, imaginons qu'on soit en open space, évidemment, cette machine risque de faire du bruit, de faire des odeurs. On va pas la positionner comme ça. Et en fait, eux proposent des caissons, si on veut, dans lesquels mettre les machines, des caissons du coup avec un air filtré, avec une isolation phonique, avec potentiellement même un logiciel qui gère la production. Et donc ça, c'est des éléments en fait clés en main. On achète la technologie qu'on veut, puis eux nous proposent l'environnement d'installation clé en main à positionner chez nous. Et donc là, je pense que c'est, de mon point de vue, c'est quelque chose qui a vraiment de l'avenir, parce que pour l'instant, on a beaucoup de technologies, mais peu de conseils d'installation, ou peu de solutions d'installation plutôt. On a des conseils grâce aux formateurs, mais on a peu de solutions d'installation, ou sinon c'est beaucoup de bricolage en ligne. Et donc là, on a vraiment des acteurs qui se positionnent dessus pour les PME et TPE, ou même les grands groupes pour la partie conception, des choses comme ça, pour proposer des solutions intégrées. Donc intégrateur. Enfin, on a du coup l'aspect sous-traitant, encore une fois, hein. Je veux concevoir ma pièce, je ne sais pas si cette technologie sera bien, je veux déjà la tester, et ben à ce moment-là, on va se tourner vers les sous-traitants. Ils sont là pour ça. Dans les sous-traitants, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est commande en ligne, on a aussi tout ce qui est devis instantané, choix de matériaux, choix de finition. Comment ça se compose un sous-traitant? Vous allez voir en ligne, hein, soit évidemment, dans la plupart des cas, vous leur envoyez un fichier, STL, fichier natif, ou alors ils vous proposent potentiellement chez certains de l'aide dans la conception et la création de votre projet. Donc à ce moment-là, vous travaillez vraiment avec quelqu'un de la boîte pour créer l'objet et puis après l'imprimer. Et souvent, une fois on a chargé l'objet, on a une solution, on a soit une proposition de technologie, si jamais on s'y connaît, et certains autres se sont positionnés plutôt dans les solutions matériaux. Souvent, on cherche plus un matériau plutôt qu'une technologie si on ne connaît pas trop les technologies. Et à ce moment-là, on a certains qui proposent un devis instantanément, c'est-à-dire qu'on positionne la pièce, on choisit le matériau, on choisit éventuellement la finition et on a tout de suite un prix avec un délai de livraison. Donc ça, c'est très intéressant pour se donner une idée des prix. Tous ne font pas ça évidemment. Il faut avoir un bon logiciel d'analyse derrière qui calcule le volume pris dans la machine, la quantité de matière dépensée, le temps de passer pour les personnes. Donc ça, c'est des logiciels qui sont assez complexes et tout le monde ne les possède pas. Dans les acteurs principaux autour des traitances, on a les français Sculteo,
On a Prodways avec leur partenaire initial qui est à Annecy, avec une très grosse expérience. Farina Group, donc là, Farina Group, c'est Spartacus qui propose des pièces métalliques, comme Sculpteo et Prodways d'ailleurs. On a Air Pro Group, un groupe français aussi, qui propose aussi des sous-traitances avec un très gros panel de technologies. Et enfin, 3D Hub. Alors là, eux, ils sont pas français, ils sont des Pays-Bas, enfin, ils sont des pays nordiques, je sais plus lequel. Vous avez du coup chez eux, c'est vraiment un incontournable aussi, c'est qu'ils ont à la fois des solutions, donc ils vous proposent, ils ont des partenaires pour produire vos pièces, mais ils ont aussi pas mal de livres blancs, des choses intéressantes pour se former ou pour se donner des idées sur les technologies d'impression 3D. Donc ils sont assez reconnus dans le milieu, voilà, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis aussi. Donc, on a les sous-traitants, très bien. Maintenant, je vous propose, ben, évidemment, les connaissances, organismes de formation, qu'est-ce qui va autour. On a bien tout ça, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut comprendre la philosophie de l'impression 3D. Il faut comprendre pourquoi utiliser telle techno et pas une autre. Comment potentiellement implanter toutes ces technologies. Tester ces technologies, avoir un avis, une expertise. Donc voilà, là, je voulais vous parler vraiment de ce chapitre-là. Dans les acteurs, évidemment, bah, vous avez F3DF, hein, qui est du coup une formation, un organisme de formation à la fois parisien et lyonnais, un petit peu à Nantes aussi, qui propose la solution à mes yeux la plus complète dans la formation, dans l'impression 3D en France. Très clairement, on a très peu de concurrents là-dessus. Vous avez aussi Makershop, donc là je vous disais un vendeur qui propose aussi quelques formations. On a quelques autres acteurs, mais un peu plus faibles. On commence à avoir des formations dans dans le scolaire, d'accord, qui commencent à sortir pour les étudiants. Donc là, beaucoup d'écoles sont équipées de Fab Lab, mais peu de formations sont encore dans le programme pour former les gens à l'impression 3D. C'est plus, j'ai un projet, j'ai un TP, tiens, il y a le laboratoire, tu peux y aller. Enfin, il y a une autre catégorie de moyens d'obtenir de l'information, c'est par le CETI, Malice et Plasturgie ou IPC, qui sont finalement des organismes, des espèces d'associations, de consortiums d'entreprises. Euh, En fait, ce sont des laboratoires qui vont tester des machines pour des consortiums d'entreprises. Voilà, donc c'est intéressant. Par exemple, le CETI est plus spécialisé dans les technologies métal. IPC plus les technologies, bah, du coup, tout ce qui est plasturgie, avec Élysée Plasturgie à Lyon. Donc, très intéressant quand on veut se mettre à plusieurs industriels ou et qu'on veut un petit peu creuser une technologie. À ce moment-là, on peut se tourner vers eux, qui ont du coup des technologies en interne et qui te font des bons retours là-dessus. On peut envoyer quelques pistes à tester potentiellement, mais voilà, ce sont des gros programmes d'accompagnement souvent. Et enfin, alors là, je vous ai mis YouTube exprès hein, pour vous titiller. J'ai hésité à le mettre dans la partie information, un peu journal d'information. En fait, non. YouTube possède une énorme communauté de makers qui proposent de multiples vidéos. Alors, moi, j'ai eu pas mal de retours de mes formés, donc qui ont été très contents aussi de trouver des choses sur Internet. Par contre, le retour dans tous les cas, c'est qu'on passe un temps monumental pour essayer de trouver une information, d'accord? Il y a énormément d'informations, il faut trouver des informations de qualité. Il faut parfois regarder 10, 15, 20 vidéos pour trouver une information recherchée. Moi, ce que je reproche beaucoup YouTube, c'est un petit peu l'effet annonce et puis derrière, beaucoup de théorie mais peu de pratique. Dans certains cas. Chez d'autres, ils nous proposent vraiment des bonnes solutions, mais encore une fois, c'est vraiment difficile de bien faire le tri. Il faut trouver les bonnes playlists avec des acteurs intéressants. Euh, Moi, j'ai eu des formés voilà, qui ont suivi du coup les formations que j'ai pu donner. C'est vrai qu'en une semaine de formation avec ces formés-là, ils m'ont dit, bah voilà, ça faisait un an que j'étais sur mes vidéos YouTube, j'avais pris 2 fois plus parce que forcément, tu es avec un formateur, avec des gens avec qui tu partages, et là, vraiment, toutes les questions sont répondues et on voit les choses en profondeur. YouTube, c'est compliqué de bien creuser. Voilà. Mais on a quand même des très bonnes playlists, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis là, à ne pas négliger. En plus, bah, évidemment, c'est du contenu gratuit. Mais encore une fois, comme c'est du contenu gratuit, on n'a pas forcément de la qualité aussi derrière. Alors tout ce qui est presse, qui est aussi du coup un moyen d'obtenir de l'information. Donc là, on aura vraiment de l'information en général. Alors j'ai mis webinaire et newsletter. Les fabricants proposent des webinaires et des newsletters. Les organismes de formation proposent des webinaires et des newsletters. Moi, j'aime bien
mettre ça en avant aussi chez la presse, parce que la presse potentiellement justement va piocher chez les fabricants, chez les formateurs, chez les organismes de formation pour annoncer potentiellement des webinaires parfois. Donc notamment donc dans les grands journaux, All 3DP qui est un très bon magazine sur l'impression 3D en France, donc un magazine français. On a 3D Native aussi, une très grosse référence dans l'impression 3D en France, avec de très bonnes newsletters. Je vous recommande de vous inscrire dessus. Primante 3D aussi. Je vous ai mis aussi à droite d'autres exemples. Alors, Additive Manufacturing, donc ça par contre c'est anglais, mais c'est sur la partie fabrication métallique. Voilà, donc vous avez pas mal d'informations intéressantes dessus. Je vous ai mis aussi Usine Nouvelle qui pour le coup n'est pas spécialisée dans l'impression 3D, mais propose de très bons magazines avec des numéros intéressants sur l'industrie en général. Et on a aussi évidemment, quand on tape les mots-clés impression 3D ou fabrication additive, on trouve des informations intéressantes sur l'impression 3D. Mais moi, j'aime bien rester à jour dans vraiment l'industrie en général. Et du coup, Usine Nouvelle est un bon moyen dessus. Et je vous ai mis par contre une information, un site en ligne, Aniwa. Je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment une référence là-dedans, qui est un site aussi français qui propose, c'est un peu un site de recherche des technologies. C'est-à-dire qu'on a des listes de technologies, on met nos critères et puis il nous propose des technologies qui sont sur le marché, les coûts, les marques, avec des retours sur les technologies, de même pour les scanners 3D, de même pour les drones. Voilà, donc c'est hyper intéressant pour justement, quand on a eu un nom de machine en tête, tiens, on va le taper sur ce site-là, on a déjà des informations. On a aussi des listes, par exemple, la meilleure imprimante 3D à moins de 300 euros, des choses comme ça qui sont du coup avec beaucoup de retours. Ouais, c'est un site qui est de plus en plus utilisé et que j'utilise beaucoup lors de mes formations. Je recommande énormément ce site. Donc là, voilà un petit peu pour le côté presse. J'ai aussi mis un acteur aussi assez récent, c'est ce qu'on appelle la banque de données. Alors là, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier à l'impression 3D. Pourquoi? Parce que l'impression 3D a, en gros, ses makers. Et c'est intéressant, c'est qu'on a l'impression 3D a développé un espèce de partenariat. Enfin, on a une communauté de makers qui s'est créée, qui a proposé des milliers de fichiers. D'accord, donc cette communauté existait déjà dans l'aspect CAO, c'est pour ça que je n'ai mis des fichiers CAO. Mais maintenant, on a des propositions de fichiers STL pour les utiliser dans l'impression 3D. Et c'est pas à négliger du tout. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui est proposé sur ces sites, c'est beaucoup, on peut beaucoup s'en inspirer. D'accord? C'est vraiment une source d'idées infinie, un peu comme YouTube aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire le tri. Mais on peut avoir beaucoup d'idées grâce à ça et on peut aussi avoir beaucoup de retours sur des réglages de machines, on peut découvrir comme ça des groupes intéressants, des gens qui mettent vraiment en ligne, qui partagent les méthodes de test sur les machines, qui partagent des objets très pratiques. Je dirais que c'est très utile aussi pour les goodies, hein, du coup, parce que là on trouve vraiment énormément de choses. Attention tout de même à la qualité des fichiers que l'on télécharge. On a souvent des STL qui peuvent être de mauvaise qualité, et c'est pour ça qu'il faut souvent les corriger sur des logiciels spécifiques. Et puis voilà, bah, donc dans tous les cas, quand on a, attention encore une fois, il est difficile de contrôler les diamètres, le volume de la pièce. Donc parfois, on peut avoir des surprises. On a des pièces qu'on pensait qui étaient bien conçues, mais en fait, qui ne le sont pas. Donc on a de tout, évidemment. Encore une fois, il faut bien chercher, mais c'est vraiment des acteurs très intéressants. Et je vous ai mis là, Cult, donc c'est un site français, vous pouvez trouver, il y a plein de fichiers gratuits en ligne, Thanksgiver, Siggy. Je vous ai mis aussi Traspart, très intéressant et très connu dans le domaine de la conception pour les pièces CAO. Je prends un exemple. Moi, je devais concevoir là, une espèce de lampe là, pour un industriel et je voulais intégrer un petit écran Arduino qu'on peut acheter dans le commerce. Je ne voulais pas m'embêter à le concevoir. Je suis allé sur des sites de fichiers CAO et j'ai tapé le nom de la pièce. Et comme finalement c'est quelque chose qui est assez récurrent, des gens l'ont déjà conçu et l'ont mis à disposition. Donc j'ai plus qu'à le prendre, à le positionner sur mon assemblage et j'ai pu concevoir autour de cette pièce-là. Donc vraiment ne pas hésiter, à regarder un petit peu, fureter pour à la fois concevoir et à la fois avoir des idées autour de l'impression 3D. Voici pour les banques de données. Et le dernier, l'ultime, qui était la question du début, tout ce qui est recyclage, évidemment. Une grosse question qui nous est posée quand on présente l'impression 3D, c'est assez intéressant. C'est ah oui, mais d'accord, on fait des pièces d'impression 3D plastique, ça fait du plastique en plus. Alors, ça fait du plastique en effet. En effet, ça fait du plastique, mais attention de ne pas confondre. On est sur des nouvelles technologies, certes, mais on est aussi sur finalement ce qu'on appelle une transition technologique.
C'est-à-dire que des gens qui produisaient par exemple 1000 pièces en injection plastique pour du SAV en prévision 2, eh ben non, là vont produire 3 pièces parce qu'ils ont 3 demandes spécifiques. Donc on va produire du plastique. Par contre, on va produire à la juste demande. Et ça change parce qu'avant, on avait des pièces en réserve, en stock, qui finalement étaient jetées à la fin. Et donc finalement, ça devient écologique. En fait, on a vraiment sur la demande et donc ça devient intéressant. Et donc on ne produit pas du tout du plastique en plus. Je dirais même qu'on limite et on réduit l'utilisation du plastique. Et ensuite, attention, vous avez des plastiques recyclables, d'accord? Donc, vous pouvez les choisir. Par exemple, je pense au PLA qui est très utilisé dans les filaments, qui est un filament à base d'amidon, qui est même biodégradable. On peut le poser dans un compost. Euh, on a d'autres filaments, le PET, qui est un filament tout à fait recyclable, des choses comme ça. D'accord? Par contre, il y a d'autres éléments plastiques, comme je pense par exemple pour les technologies résine, qui sont des éléments qui sont des thermodurcissables, donc qui réticulent, c'est-à-dire qui changent d'état lors de leur durcissement et du coup qui eux ne sont pas utilisables. Dans le tri notamment des déchets, vous avez un très gros acteur du tri dans l'industrie qui est Veolia, je vous conseille d'aller sur leur site, il y a beaucoup d'informations sur le tri, il y a beaucoup de vidéos explicatives, c'est très bien fait, et c'est un acteur incontournable qui est extrêmement bien implanté en France, qui, bah, évidemment, il faut payer pour le recyclage, mais qui font très bien leurs choses et avec beaucoup de contrôle. N'hésitez pas aussi à voir les solutions locales dans vos villes pour voir les tris, où mettre vos pièces, si vous pouvez les mettre, est-ce que ça se met bien en déchetterie, est-ce que ça se met ailleurs. Voilà. Tout ce qui est, donc maintenant on a aussi des solutions de broyage et de reconditionnement. Euh, Broyage, donc je pense à le protocyclé, là, donc c'est la machine que je vous ai mis là, qui en fait propose à la fois de broyer vos pièces que vous avez imprimées, de les fondre à nouveau, de les mettre en granulés, de les fondre et de les réextruder en filaments. Et pourquoi les réutiliser? Donc très intéressant. On a quelques acteurs qui commencent à sortir là-dessus, c'est encore assez timide. On a Plastif, start-up française aussi, qui propose, elle, une machine qui va scanner ta pièce, qui va automatiquement savoir le matériau de ta pièce plastique, qui va ensuite la broyer, les séparer donc par matériaux, et pour qu'ensuite, bah, évidemment, ce soit potentiellement réutilisé après dans l'industrie de l'injection, dans l'industrie où refaire des filaments comme on a là. Et enfin, un exemple très intéressant, Precious Plastic. Là-dessus, on a, c'est assez américain, je crois que c'est américain, et ils proposent, en fait, c'est vraiment une communauté autour du recyclage. Donc, c'est-à-dire, moi, je produis des pièces, j'ai ma petite machine. Beaucoup de gens ont leur petite machine, mais ne savent pas quoi faire de leurs pièces. Et ben là, j'ai un ou deux acteurs dans ma ville que je retrouve sur ce site-là, qui a une solution d'extrudeur, une solution de broyage, une solution de filament. Et en fait, c'est vraiment une communauté qui se met autour de cela. Et en plus, ils ont développé un espèce de concept qui est un container on peut acheter un container, même le construire nous-mêmes, on a tous les plans à disposition, et avec toutes les solutions de recyclage, de broyage, de réutilisation du plastique pour faire des assiettes, des chaises, ce qu'on veut. Donc des solutions existent. Voilà. Et enfin, du coup, dans les filaments, vous pouvez déjà acheter même chez les fabricants des filaments recyclés. Je pense à Owa, qui a finalement la marque de filaments recyclés de Darmor. On se souvient, il y avait Kimia. Kimia qui fait des filaments et qui fait des filaments de la marque Owa. Du coup, c'est leur sous-marque de filaments recyclés. D'accord? Sachant qu'attention, Kimia de Armor propose de réceptionner vos pièces imprimées pour après les recycler. Donc c'est intéressant aussi. J'aime bien ce petit schéma pour terminer sur le recyclage. Donc c'est ce que je vous disais. Dans l'industrie actuelle, on produit beaucoup de réserves, on fait beaucoup de déchets potentiellement, parce qu'en prévision 2, on ne sait jamais, même si on essaie de faire au plus juste, bah, parfois on n'y arrive pas. L'impression 3D, donc là c'est l'image de droite, bah, on produit à la demande, pour le lendemain potentiellement, le nombre de pièces là-dessus. Donc forcément, on a moins de gâchis. Voilà, donc c'était un petit peu la sensibilisation derrière. Donc voilà, un petit peu le panel que je voulais vous présenter aujourd'hui de tous les acteurs de l'impression 3D. Ça fait pas mal, hein, mais au moins on voit vraiment qui existe et quels sont les acteurs. Encore une fois, voilà, les sources d'information, faut pas hésiter bah, de venir nous voir, de venir me voir. Moi aussi, je suis formateur, donc à mon compte aussi, dans la conduite de projets d'impression 3D, sur les impressions 3D métal, mais aussi sur d'autres. Et je fais beaucoup d'accompagnement d'industriels. Et donc là, notamment, je fais cette présentation pour le centre de formation F3DF, qui vous propose du coup de différents éléments, différentes formules de formation autour de ces technologies-là, autour de l'industrie en général, autour de la gestion de projet, de la conception.
Voilà, écoutez, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai fermé mon chat, donc je ne sais pas comment le rouvrir. J'ai pas vu les questions. Ah si, c'est là, je sais plus rouvrir. Euh, Merci François du coup pour ces explications et ce schéma d'ensemble des acteurs de la fabrication additive. Euh, Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à utiliser le chat. Alors quelques questions ont été traitées